Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le cours des métaux ont progressé. Et puis surtout, et c'est une bizarrerie qu'on a envie de vous expliquer ce matin, les métaux cotés, notamment le cuivre à New York, eh bien, sont plus élevés que leur cotation en Europe. Explication avec vous, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. Après l'or, l'aluminium, maintenant c'est au tour du cuivre de s'envoler plus à New York qu'à Londres. Est-ce que Donald Trump est responsable de cette situation? Il y a deux sujets. Il y a la hausse du cours du cuivre, qu'on a vu aussi sur l'aluminium et l'or. Et il y a sur le fait qu'il y a une double cotation pour beaucoup de métaux entre l'Europe et les États-Unis. Et ça monte, ça augmente plus sur le sol américain. Oui, tout à fait, David. En réalité, Donald Trump n'est pas pour grand-chose, effectivement, dans la hausse du cours en lui-même. On voit le cours du cuivre qui monte partout dans le monde. Il serait même plutôt un peu contre cette hausse de prix, puisque les mesures de barrières douanières qu'il met en place font craindre un ralentissement économique et donc un ralentissement de la consommation de métaux. Malgré tout, sur le marché du cuivre, on a une situation de tension entre l'offre et la demande qui justifie pour l'instant une hausse des prix. Là où il est responsable, en revanche, c'est effectivement ce que vous expliquez sur l'écart de prix qu'on constate entre les différentes zones géographiques. En fait, avec les propos de Donald Trump, qui a évoqué la possibilité de mettre en place des barrières douanières sur le cuivre, qui ne sont pour l'instant pas actives, hein. Le cuivre fait l'objet d'une requête dite Section 232 aux États-Unis, qui est une enquête pour savoir si la situation justifie de mettre en place des barrières douanières. Et dans ce contexte-là, eh bien, beaucoup d'entreprises américaines décident d'anticiper leurs achats de cuivre pour que si demain le métal était soumis à cette barrière douanière, eh bien, ils aient pu s'approvisionner en amont de façon à ne pas payer cette taxe supplémentaire. Et donc, on observe beaucoup de bateaux qui sont réorientés vers les États-Unis et une augmentation considérable des stocks qui se constituent aux États-Unis en amont de cette possible taxation du cuivre. Et donc, ça entraîne une différenciation du cours entre le prix du cuivre coté en Europe, à Londres, hein, sur le London Metal Exchange, et le prix du cuivre coté aux États-Unis. Aujourd'hui, on a un écart de prix qui frôle les 13% par rapport à une situation où normalement ces deux marchés sont à peu près équivalents. Je dis à peu près parce qu'il y a toujours des conséquences fiscales, des coûts de transport qui peuvent entraîner un léger écart entre ces deux prix. Mais là, on atteint 13%, c'est-à-dire grosso modo la moitié de la taxe qui est envisagée. C'est-à-dire que les gens prennent un peu d'avance, mais ne prennent pas encore complètement pour l'instant pour argent comptant la mise en place de cette taxe de 25%, dans la mesure où, on le voit bien, Trump est assez velléitaire et assez versatile sur la mise en place de ces barrières douanières. Benjamin, il y a plein de choses dans ce que vous nous expliquez là. Donc en gros, le cours du cuivre progresse de 25% depuis le début de l'année sur les marchés à terme américains. C'est donc, vous avez dit, 13% de plus. Pour être sûr que j'ai bien compris, que tout le monde a bien compris, c'est 13% de plus qu'en Europe, Qu'à donc, Londres, ouais, et tout à fait, en c'est bien l'occurrence ça. à Londres. Il y a toujours des écarts de prix, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Et c'est Oui, dû à... les écarts de prix d'habitude sont dus au fait que vous n'avez pas la même fiscalité aux États-Unis et en Europe. Vous avez également des coûts de transport qui sont différents si vous acheminez votre cuivre vers l'Europe ou si vous l'acheminez vers les États-Unis. Donc vous êtes obligé de prendre tout ça en compte quand vous faites le calcul du prix final que vous allez payer. Et c'est ça qui peut justifier un écart de prix affiché entre le cuivre aux États-Unis et le cuivre en Europe, même si au final, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux prix vont être équivalents pour un industriel euh, du fait des conséquences fiscales et des conséquences des coûts de transport. Si elles n'étaient pas équivalentes, à ce moment-là, il y a un arbitrage et on revient donc sur ce prix d'équilibre entre les deux zones. Aujourd'hui, on est très au-delà de tout ça. Et il y a, je vous le disais, quasiment 13% d'écart entre les deux prix. Pourquoi est-ce que le cuivre, comme d'autres métaux, connaît une double cotation entre Londres, pour le coup l'Europe, et New York sur les marchés à terre américains? Bah, vous avez la même chose sur le pétrole, hein. Ce sont des questions de facilité et de prix de référence pour les contrats. Quand vous êtes sur la zone européenne, c'est beaucoup plus simple de garder un prix de référence qui va prendre en compte justement ces contraintes fiscales et ces contraintes de transport européennes. Et puis, il y a aussi une logique économique, hein. Chaque zone veut avoir sa place dans la fixation du prix des matières premières.
Et c'est ça qui justifie qu'on ait une double cotation sur le cuivre, mais également sur le pétrole, également sur le blé, qui est traité et aux États-Unis et sur Euronext en France. Voilà, c'est simplement des facilités de calcul et des facilités économiques. Si on prend l'exemple du blé, par exemple, le prix du blé sur Euronext est coté rendu Rouen, c'est-à-dire que vous prenez la livraison à Rouen et à partir de là, vous organisez votre transport. Ça veut dire que Trump est responsable de la moitié de la hausse du cours du cuivre sur le marché américain. C'est-à-dire qu'il y a 13% en lien avec la hausse du cours du cuivre parce que c'est lié à l'offre et la demande. Et il y a l'autre moitié qui nous mène de 13 à 25% sur la cotation américaine qui est liée effectivement à cette anticipation de possibles barrières douanières sur le cuivre, du fait d'une enquête, c'est ça? Ouais, alors c'est à peu près ça, aux nuances fiscales et de transport que j'évoquais, mais effectivement, on a une dizaine de pourcents, une douzaine de pourcents qui sont liés effectivement aux déclarations de Donald Trump sur le cuivre. Cette anticipation par tous les opérateurs, donc, qui fait monter le cours du cuivre à terme sur le marché américain, c'est de l'anticipation. Rien ne dit effectivement que Donald Trump ira et imposera des tarifs douaniers sur le cuivre. Oui, alors rien ne le dit, effectivement, il y a une enquête qui est en cours, je disais, elle a une section 232, mais Trump a annoncé qu'il y aurait bien des barrières douanières sur le cuivre. Normalement, la section 232 prend plusieurs mois, hein, donc ça devrait plutôt être pour la deuxième partie d'année, fin du troisième trimestre. Mais Donald Trump, dans une déclaration récente, a dit que ça arriverait d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc, comme il s'arrange un petit peu comme il le veut avec la loi, ce qui pose quelques problèmes juridiques aux États-Unis actuellement, eh bien, on est obligé de prendre en compte ce qu'il raconte. Ce qui est intéressant aussi quand même, David, c'est de noter que le fait que le cuivre monte beaucoup est peut-être aussi lié au fait que c'est le métal phare de la transition énergétique. Je m'explique, on voit, il y a également des barrières douanières qui ont été mises sur l'acier ou sur l'aluminium, et l'acier et l'aluminium ne sont pas forcément montés dans les mêmes proportions. On n'a pas vu forcément les mêmes écarts se mettre en place entre les États-Unis et le reste du monde, notamment parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants financiers préfèrent se positionner sur le cuivre, qui pose des problèmes plus globaux. Sur l'aluminium, le plus gros producteur, c'est la Chine. La Chine n'envoie pas beaucoup d'aluminium aux États-Unis. Donc, il y a un choix aussi des investisseurs financiers pour le cuivre plutôt que pour les autres métaux, pour se positionner aussi pour jouer la transition énergétique. Oui, sauf que les Américains, Donald Trump a été assez clair, font machine arrière, en tout cas mettre le pied sur le frein en matière de transition énergétique. Pourquoi ça ferait augmenter le cours du cuivre depuis le début de l'année? Alors, les Américains ne sont pas le centre du monde de la transition énergétique, David Jacob. Ils sont le centre du monde de plein d'autres choses, mais pas de la transition énergétique. L'Agence internationale de l'énergie évoque le fait qu'à horizon, sur la période 2023-2035, les États-Unis ne représenteront que 9% de la totalité des capacités de renouvelables installées dans le monde. Sur cette période 2023-2035, ça couvre bien plus que la période de Donald Trump, et ces estimations avaient été faites avant l'arrivée de Donald Trump. Donc même si on a un impact de Donald Trump sur le développement des énergies renouvelables aux États-Unis, cet impact devrait être relativement limité. Là où se passe la transition énergétique aujourd'hui, c'est en Europe et surtout en Chine. 65% des panneaux solaires installés en 2024 ont été installés en Chine, 50% des éoliennes installées en Chine, 60% des véhicules électriques vendus dans le monde ont été vendus en Chine. Donc c'est là qu'il faut regarder. Je rappelle juste une donnée, David, hein. La Chine, c'est 50% de la consommation de tous les métaux de la planète. Et l'Asie du Sud-Est, c'est 70% de la consommation de tous les métaux de la planète. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant de regarder ce qui se passe en Chine, qui continue à accélérer sur la transition énergétique et qui également met en place, lors de son congrès récent économique, a décidé de mettre en place des mesures de soutien à la consommation intérieure, qui là aussi devraient apporter du soutien à la consommation de cuivre. On attend donc cette année un marché du cuivre à peu près à l'équilibre, mais il peut toujours y avoir des interruptions de production minière, ça arrive régulièrement, et donc le marché pourrait très rapidement se retrouver en déficit, ce qui justifie de la hausse des prix qu'on voit actuellement. Benjamin Louvet, rappelez-nous juste le cuivre, effectivement, qui est au cœur de la transition. Quoi, on a besoin de cuivre pour des voitures électriques, pour des panneaux solaires et pour des éoliennes. Et pas On va que. faire très simple, hein, David. Le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. Vous en avez besoin partout. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de cette éolienne. Dans un panneau solaire, vous en avez besoin, mais vous en avez aussi beaucoup besoin pour les chargeurs de batterie. Vous en avez aussi beaucoup besoin pour le réseau électrique, qui est un enjeu majeur. Il y a quelques mois, un journal financier anglais
titré Hug Pylons, Not Trees, embrasser les pylônes, pas les arbres, qui résumait ce dilemme qu'on a aujourd'hui, c'est que pour réaliser cette transition énergétique, on estime qu'il faut passer le réseau électrique de 70 millions de kilomètres aujourd'hui dans le monde à 140 millions de kilomètres. 140 millions de kilomètres, David, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Et on a 25 ans pour faire ça. Donc vous voyez bien qu'on va avoir des besoins absolument considérables, que les délais sont très courts. Aujourd'hui, vous avez 250 mines de cuivre qui opèrent dans le monde. Il faudra en rajouter 80. Or, il faut 17 ans pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre. Donc on va être extrêmement... on va avoir extrêmement de mal à mettre en adéquation le rythme de la transition énergétique avec la production de métaux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Donald Trump, la semaine dernière, a signé un nouvel executive order qui concerne les métaux, puisqu'il a annoncé que, il souhaitait faciliter le développement de mines aux États-Unis en réduisant les durées d'obtention des permis. Il a lancé un recensement immédiat de tous les projets miniers aux États-Unis pour voir sur lesquels on pouvait accélérer de façon à pouvoir rendre les Américains plus indépendants sur cet aspect des métaux. Benjamin, un petit mot juste sur le cours. J'ai pas regardé le cours du cuivre. Alors, depuis le début de l'année, oui, mais sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça donne quoi? On gagne quasiment 50% sur les deux années qui viennent de passer, 2 années et demie. Il avait beaucoup corrigé dans l'après-Covid, hein. Il a d'abord beaucoup monté et puis il a corrigé très fortement. Pourquoi? Parce que, je le disais, la Chine consomme 50% des métaux de la planète. Et dans l'après-Covid, la Chine est restée en fait pendant 3 ans quasiment fermée, hein, avec sa politique zéro Covid. Et quand ils ont ouvert, ben, ils avaient des stocks. Et donc, quand le plus gros acheteur du marché ne vient plus sur le marché pour s'approvisionner parce qu'il utilise ses stocks, eh bien, vous avez une correction des cours. Donc, on a eu une remontée très forte des prix. Ce qui est important de noter aujourd'hui, David, c'est que ce matin, le cours du cuivre était sur un plus haut historique. Et on pense que ça n'est peut-être que le début d'un long mouvement. Le cuivre pourrait, selon nous, chez Ophi Invest Asset Management, être probablement une des plus belles tendances qu'on va connaître dans la décennie à venir, compte tenu des enjeux de besoins et du manque de production Même en cas de actuelle. guerre commerciale, même on avait une guerre commerciale généralisée. Alors, c'est intéressant. Si on a un ralentissement économique, évidemment, ça retardera cette problématique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la demande qui est liée à la transition énergétique, si on est sérieux sur la transition énergétique, perdurera même si on a un ralentissement économique mondial à cause d'une guerre commerciale forte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une demande de cuivre qui est de plus en plus inélastique au cycle économique. D'accord? Et ça se constate énormément en Chine. Ce qui veut dire que si on a un ralentissement économique modéré, on l'a vu en Chine en 2023 et en 2024, où l'immobilier allait mal, où la bourse allait mal, où la consommation était en berne, eh bien la demande de cuivre a continué à augmenter parce que la demande dans le secteur des renouvelables était forte. Donc, si on a un ralentissement économique modéré, la transition énergétique et la demande qu'elle génère devraient permettre au cours du cuivre de se maintenir. Si on a une guerre commerciale totale, faut pas se leurrer, ça aura un impact à court terme sur le prix du cuivre qui pourrait rebaisser. Mais David, on préparerait la baisse de demain. C'est ça qui est important à noter parce que du coup, les investissements dans le secteur minier s'arrêteraient et au moment où on sortirait de cette crise économique, eh bien, on se retrouverait avec encore moins de cuivre disponible parce que les mines, petit à petit, voient leur production diminuer. Le manque de projets qui se serait arrêté à cause de ce ralentissement économique créerait un manque de cuivre encore plus important en sortie de crise. Donc pour moi, la crise du cuivre, elle est quelque part inévitable si on est sérieux sur la transition énergétique et j'espère qu'on le sera. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Signé Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Merci Benjamin, bonne journée, salut. Merci David.